Bonsoir messieurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité gouvernementale à la personne de monsieur Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Je précise que cette émission entre dans le cadre de la redevabilité des actions gouvernementales, au fait initiées par le Premier ministre Sama Lukonde. Pour ceux qui ne connaissent pas bien son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, je vous dis d'abord merci de vous apprêter à nos questions, Monsieur le ministre. Je précise donc que vous êtes un général à la retraite. Vous êtes un ancien commandant du corps de santé militaire et vous êtes resté dans ce rôle pendant plusieurs années et aujourd'hui appelé au gouvernement par le chef de l'État. En dehors de ses fonctions militaro-politiques, acceptez le terme, je précise à l'intention de tous les téléspectateurs que vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa et vous êtes initiateur de la médecine aéronautique et spatiale, toujours à l'UNIKIN. C'est d'ailleurs les cours que vous dispensez à la faculté de médecine. Vous êtes en plus chercheur en pharmacopée africaine et président du conseil de gérance du labo pharmaceutique CREPAT. Et c'est ce labo, il faut le dire, qui a mis au point le fameux médicament appelé Doubaz C, un anti-Covid, que d'ailleurs le chef de l'État avait présenté au monde entier, surtout au monde africain, dont notamment au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et d'ailleurs, toujours un mot sur le Doubaz C, il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé, par ses délégués à Kinshasa, avait d'ailleurs donné le feu vert pour l'utilisation de ces médicaments. Merci beaucoup une fois de plus, Monsieur le ministre. Alors, vous avez en charge la défense nationale et les anciens combattants. La première question qui me vient à l'esprit, Excellence, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous donner, en quelques mots, les grandes lignes de la politique de défense en République démocratique du Congo? Monsieur Kabamba, je vous remercie infiniment. Je vous salue d'abord avec toute votre équipe. Merci. Je vous remercie infiniment de me donner cette occasion de parler notamment de la politique de défense de notre pays. Je vous surprendrai en vous disant que il y a juste 2-3 mois que j'ai présenté cette problématique au Conseil des ministres. Et c'était à l'issue de mon voyage, de ma tournée d'évaluation de l'état de siège avec une équipe multidisciplinaire, notamment comprenant le gouvernement, comprenant le Parlement, comprenant la justice, pour évaluer l'état de siège. C'était dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Et nous nous sommes rendus compte, après cette évaluation, nous tous nous sommes rendus compte que notre pays, depuis l'indépendance, retenez bien, depuis l'indépendance, naviguait sans une politique de défense définie. Depuis l'indépendance. Aujourd'hui, on en a une. Eh bien, j'ai posé la problématique au Conseil des ministres. J'ai proposé d'initier une étude pour que nous puissions nous doter d'une politique de défense. Le Conseil des ministres a accepté. Et à l'heure où je vous parle, après avoir réuni un ensemble de cerveaux congolais, de grands généraux à la retraite tout comme en activité, bien, je suis pratiquement en instance dans 2-3 semaines de présenter la mouture de politique de défense au Conseil des ministres et bien entendu au Président de la République, quitte à ce que ces instances-là puissent les approuver
et doter le pays d'une politique de défense. Ok, alors nous en saurons un peu plus, peut-être après la primaire que vous réservez au gouvernement et surtout au président de la République. Mais avant d'avancer, Excellence, Monsieur le ministre, aujourd'hui, quand on entend les discussions dans les salons, dans les auditoires et même ailleurs, votre rôle en tant que ministre de la Défense est toujours confondu avec celui du chef d'état-major général. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Y a-t-il une différence, une démarcation dans les attributions de l'un et de l'autre? Je dirais qu'il ne devrait pas y avoir de confusion. Si les gens s'en tiennent au texte, il ne devrait pas y en avoir. Mais je comprends la préoccupation de l'opinion en général. Les textes légaux qui régissent la défense nationale précisent exactement qu'il y a deux chaînes de gestion de l'armée. Il y a la chaîne de mise en condition, c'est-à-dire recruter, payer, administrer, ainsi de suite, des militaires. Cette chaîne-là est régie par le ministre de la Défense. Et c'est la loi qui le dit, ce n'est pas le ministre de la Défense qui le dit. La deuxième chaîne, c'est la chaîne de mise en œuvre, c'est-à-dire d'utilisation des militaires et des capacités militaires, qui, elle, remonte jusqu'au président de la République, qui, en tant que commandant suprême, est sous l'autorité, et le numéro 1 de la mise en œuvre qui, sur le terrain, est réalisée par le chef d'état-major général avec, bien entendu, toute la chaîne de commandement militaire opérationnel. Par conséquent, le ministre de la Défense n'intervient pas de manière responsable, je le dis bien, de manière responsable dans les opérations militaires. Eh bien, c'est pas seulement une loi, c'est même une tradition. Je vais vous citer un cas que vous connaissez très bien parce que vous êtes un ancien de ce pays, un ancien de la presse militaire, civile, effectivement. Civile. Ouais. Eh bien, souvenez-vous qu'en 1977, lors de la guerre du Chabat, la première guerre du Chabat, le maréchal Mobutu, il n'était pas encore maréchal, il était lieutenant général, Mobutu, se rendant compte que les opérations étaient mal dirigées, mal commandées. Il a limogé le général Bumba, qui était le commandant en chef de l'armée, le capitaine général comme on l'appelait. Il l'a limogé et immédiatement le général Mobutu, lieutenant général Mobutu, a remplacé le général Bumba par lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est nommé chef d'état-major général de l'armée. Pourquoi ? Retenez, rappelez-vous que à ce moment-là, le lieutenant général Mobutu était président de la République. Il était ministre de la Défense nationale. Il a estimé que pour mener les opérations, ces deux titres-là ne lui permettaient pas légalement de mener les opérations. Donc, le commandant en chef, plutôt le commandant suprême, chef de l'État, le ministre de la Défense nationale ne sont pas habilités à mener les opérations sur le terrain. Alors, il s'est dit, comme moi je veux mener maintenant les opérations moi-même, je me nomme, par ordonnance présidentielle, chef d'état-major général. Ce qui fut fait. Ça a été fait, et la plupart des gens qui se rappellent encore cette époque-là, l'ont vu avec casquette sur la tête, conduisant lui-même les troupes. L'état-major général, disons son adjoint, c'était le feu général Babia,
qui lui est devenu coordonnateur de l'état-major général, et lui, il gérait, disons, l'état-major général à l'arrière ici à Kinshasa, et Mobutu conduisait les opérations en qualité de chef d'état-major général. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement une loi chez nous, c'est une tradition. Donc, il était ministre. Un peu partout dans le monde, c'est comme ça, c'est une démarcation. Ça dépend. Un pays comme l'Égypte, le ministre de la Défense est en même temps chef d'état-major général de l'armée. Je crois qu'il y a quelques exceptions, mais disons qu'en général, c'est comme cela. Donc on comprend, vous, c'est la politique générale de notre défense, tandis que la mise en œuvre, c'est le chef d'état-major général. C'est bien ça. Voilà. Et donc là, quand il y a des responsabilités au niveau de la conduite des opérations, le numéro 1 responsable, ce n'est pas le ministre, c'est le chef d'état-major général. Ce qui est bien clair, Excellence. Alors, puisque nous parlons des opérations, notre armée est en pleine opération actuellement là, dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, où l'état de siège avait été décrété. Voici aujourd'hui une année exactement. Mais de plus en plus, cet état de siège avait été en fait appuyé par tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le mot réqualification sur toutes les bouches. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a les députés issus de ces deux provinces qui n'ont même pas voulu assister aux séances de prorogation de l'état de siège. Quel est votre avis, Excellence, Monsieur le ministre, pour ce qui est de cette réqualification de l'état de siège? Mon cher Kabamba, au mois de décembre, j'ai mené moi-même une évaluation, comme je vous l'ai dit au début, avec des députés et d'autres membres des institutions de la République. Le Premier ministre vient d'achever une tournée d'évaluation il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, dans les 2 provinces. C'était une mission interinstitutionnelle aussi. On a entendu les pros et les pour. Nous sommes en train d'évaluer, le Premier ministre est en train d'évaluer, et les conclusions de son évaluation ne vont pas tarder. Je pense qu'au cours de la semaine, il va présenter ses conclusions, s'il ne l'a pas déjà fait, au commandant suprême. Ce qu'il faut retenir, du moins à cet instant où je parle, c'est qu'il y a du positif dans l'état de siège. Mais comme vous le savez, ce que moi je vois comme positif, vous pouvez le voir comme négatif, selon l'intérêt que vous avez que l'état de siège réussisse ou ne réussisse pas. Oui, là vous m'anticipez un tout petit peu sur la question que j'allais vous poser tout à l'heure. N'y a-t-il pas un jeu d'intérêt dans tout ça? Puisque ça fait quand même plusieurs années que le Nord Kivu, notamment, vit toujours dans une insécurité permanente, avec le nombre de groupes armés, et puis, les ADF qui sont là-dedans, et les Ougandais consorts. Mais on a l'impression que les choses sont en train de traîner, alors que nous avons une armée capable de mettre à fin, comme il avait fait dans le passé. Mais aujourd'hui, à entendre certaines hésitations et même des voix discordantes, est-ce que, d'après vous, il n'y a pas des intérêts cachés dans cette histoire? Cher Kabamba, il y a un dicton qui dit « À qui profite le crime ?» Le crime. Il y a crime au Nord Kivu. Il y a crime en Ituri. Nous devrions chercher à qui ces crimes profitent pour arriver à trouver qui doit être combattu. Je pense que dans l'évaluation que le Premier ministre vient de faire, nous allons déboucher sur cette analyse ultime qui est indispensable. À qui profite le crime? Parce qu'il y a crime. Parce que vous savez bien qu'il y a une économie criminelle au Nord Kivu.
aussi bien dans les produits vivriers, dans les mines, l'or, ainsi de suite. Il y a une économie de crime. Est-ce que, monsieur le ministre, est-ce que nos voisins, les États voisins jouent franc jeu avec nous? Vous le savez, monsieur Kabamba, que aujourd'hui, depuis, je crois, 1 semaine, 2 semaines, il y a une rencontre à Nairobi, où il y a des groupes armés qui ont été appelés là-bas par le président de la République et par son homologue de Nairobi. Ces groupes armés qui endeuillent le Nord Kivu, qui endeuillent l'Ituri, ont des bases arrières non nationales, certaines du moins, et probablement les plus actifs, les plus virulentes. Oui, on a senti d'ailleurs dans le dernier discours du chef de l'État au fait des mots ou des phrases assez dures. Bon, évidemment, on y reviendra. Mais pour rester au front, Excellence, Monsieur le ministre, il y a ce qu'on a appelé depuis quelques mois la mutualisation de notre armée, la FARDC, avec l'UPDF, c'est-à-dire l'armée ougandaise. Mais on n'a jamais connu le contenu de cet accord de défense et notamment quelle est la durée au fait de cette mutualisation. Ce n'est pas un secret. Le document de la mutualisation a été signé par le chef d'état-major général de notre pays avec son homologue de l'armée ougandaise. Moi, j'ai signé l'accord général de coopération de défense entre nos deux pays. Ce ne sont pas des secrets. On ne peut pas, ça dure, vous savez, on sait une guerre quand elle commence, on ne peut pas savoir quand elle va se terminer. C'est que quand on fait une coalition, on détermine des étapes. On dit nous nous donnons 5 mois, ou nous donnons 3 mois. Pour le cas d'espèce, on s'est donné les 5 premiers mois qui viennent d'expirer. On est en train d'évaluer pour ensuite voir si nous allons donner une autre étape et combien de mois elle sera. Alors, est-ce que, monsieur le ministre, puisque vous êtes de temps en temps au front là-bas, est-ce que vous avez senti une collaboration de la population avec les FARDC? Pratiquement. Est-ce que la population aide nos militaires à traquer les ennemis? Pratiquement pas. Elle est pratiquement inexistante. C'est pour cela, d'ailleurs, c'est une des leçons que nous avons tirées de ma première tournée au mois de décembre, c'est que nous avions un déficit de ce qu'on appelle en jargon militaire le CMO. Le CMO, c'est un terme anglais qui dit Civil Military Operations, c'est-à-dire des opérations civilo-militaires. Normalement, quand une armée est en guerre dans sa population, contre un ennemi extérieur, elle mobilise la population par ce mécanisme qu'on appelle opération civilo-militaire. Eh bien, nous avions le concept, mais nous n'avions pas la réalisation sur le terrain. Depuis 2 mois, je pense que vous avez probablement suivi, j'ai créé à mon niveau, au niveau du ministère, du cabinet du ministre de la Défense, un conseiller civilo-militaire au niveau de l'état-major général. Il existe une direction civilo-militaire, mais qui était inopérationnelle. Eh bien, les 2 structures, mon conseiller plus l'état-major général, actuellement, ils viennent de terminer une tournée dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri pour justement relancer, ou plutôt lancer les opérations civilo-militaires. J'attends intensifier cette activité qui est indispensable pour que nous puissions réussir. Parce que si la population ne collabore pas dans une guerre interne, nous n'avons pas beaucoup de chances de la gagner. Et dans cette perspective, vous avez également décidé de la création de forces spéciales.
au sein de l'armée et des troupes d'élite? Une armée doit avoir des troupes d'élite, une armée doit avoir des forces spéciales qu'on largue de temps en temps. Il ne faut pas confondre les forces spéciales et les troupes d'élite. Les troupes d'élite sont des troupes permanentes, par exemple les parachutistes et les commandos. Pour le moment, nous avons 2 troupes d'élite, si vous voulez. Nous avons l'unité canine, ce sont des chiens canines, et nous avons un bataillon jungle. Qui a été formé par la coopération française. Nous allons avoir un 2e bataillon jungle, c'est-à-dire un bataillon spécialisé dans le combat en jungle. Vous savez, le Nord Kivu, c'est une jungle, c'est une forêt. Nous avons déjà un bataillon qui est là pour le moment et qui opère. Nous avons l'unité canine qui a été déjà affectée là, qui va être opérationnalisée bientôt. Et vous allez intensifier l'éthique dans la gestion de l'armée. L'éthique dans la gestion de l'armée. L'éthique intervient partout dans la vie des hommes. Lorsqu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de possibilité de réussir. Vous vous souvenez qu'au mois de juin, le président de la République, après une tournée en Ituri, avait stigmatisé la mauvaise gestion des opérations en parlant de magouille, de omerta et de mafia dans les forces de défense et de sécurité. Magouille, mafia, éthique, c'est l'absence de l'éthique. Nous sommes en train, le commandant suprême m'a déjà donné le feu vert, d'organiser, et c'est d'ici, je crois, ce mois-ci en principe, s'il m'autorise de le faire, organiser un séminaire sur l'éthique de gestion de l'armée, essentiellement, principalement au niveau du commandement militaire, parce que ça nous manque énormément, et c'est l'une des causes d'ailleurs en quelque sorte, de la faillite de nos opérations militaires. Vous voulez dire par là que cette éthique n'a jamais existé, ou elle a existé, qu'il y a eu un relâchement? Vous savez, quand le président de la République a fait le constat, il n'a pas dit que ça n'a jamais existé. C'est un constat ponctuel qui a été fait. Eh bien, il faudra bien que nous puissions corriger. Il y a sûrement des bons officiers dans le pays, dans notre armée. Eh bien, on va, après le séminaire d'éthique sur l'éthique, nous allons prendre les dispositions qui s'imposent pour que ceux qui sont fatigués de pratiquer l'éthique soient en dehors du commandement, et ils peuvent évoluer ailleurs. On ne va pas les chasser, on ne va pas les mettre hors du pays, mais il est indispensable que nous ayons des officiers qui pratiquent de manière correcte l'éthique de commandement militaire pour gagner les opérations. Voilà. Merci, Excellence. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Nous allons parler du social et de la santé. En fait, votre domaine, puisque vous, comme je disais tout à l'heure, vous êtes resté très longtemps là-dedans. Parlons d'abord des logements, des casernes militaires, Excellence, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, en passant, je relève qu'à un certain moment, on avait parlé de la délocalisation du camp Kokolo. Au niveau du Parlement, on avait même suggéré qu'il faut construire d'autres camps militaires, puisque le nombre de camps à Guinée ne suit pas au fait l'augmentation des effectifs militaires. Vous avez un projet, le pôle Malébo, qui est en cours, et là, ce ne sont que les généraux qui sont concernés. Alors, dites-nous, Monsieur le Ministre, y a-t-il un plan pour, en fait, loger non seulement les officiers supérieurs et militaires, mais également toute la troupe? Cher Kabamba, permettez-moi d'abord de faire une précision. Pôle Malébo, c'est un chantier pour les généraux, 190 maisons qui sont prévues depuis 6 ans. Les généraux seulement? Généraux et quelques colonels.
financement de l'État congolais. Le chantier a été arrêté depuis 6 ans pour manque de financement. Je suis revenu et c'était une de mes priorités, je l'ai relancé et il est relancé à l'heure où nous vous parlons. Et les 30 premières maisons pour les généraux sont promises au 30 juin, donc dans pratiquement 2 mois. Concernant les casernes et les camps militaires. Ça fait vraiment défaut aujourd'hui. Depuis, nos camps, nos casernes datent d'avant l'indépendance. Non seulement on n'en a pas multiplié, on ne les a pas multipliés, mais aussi les quelques-unes qui existent, on ne les a pas suffisamment bien entretenues. Elles sont devenues, nos casernes sont devenues pratiquement, disons la vérité, disons le mot, des bidonvilles. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà une solution pour qu'on dote les forces armées de casernes modernes? L'idée est déjà sur la table du Conseil des ministres. Le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire a ce dossier et la question de relocalisation des camps militaires est déjà. Notamment le camp Kokolo qui est au centre-ville maintenant, entouré des habitations des civils. Oui, mais il est bon qu'on ne mette pas, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Les camps militaires sont peu viables aujourd'hui, c'est vrai, mais avant de les délocaliser, il faut d'abord créer de nouveaux camps. Et comme je vous ai dit, le problème est déjà sur la table du Conseil des ministres, sur la table du commandant suprême, du président de la République. On est en train, de manière vraiment alors hâtive, on est en train de chercher comment résoudre ce problème, cette problématique, qui est une problématique assez qui date d'ailleurs depuis la conférence nationale souveraine. Et c'est un des principaux problèmes, une des principales préoccupations du gouvernement, du Premier ministre Samuel Kondé et du président de la République. Alors, monsieur le ministre, si ce n'est pas un secret militaire, aujourd'hui, combien de logements, combien de maisons faudra-t-il à notre armée, sachant que chaque militaire en principe doit être logé et de manière décente. Comment voulez-vous que je vous réponde à cette question? Vous savez, pour y répondre, il faut que je sache pour le moment combien de militaires nous avons. Je vous ai dit ou je vous dirai que nous allons faire une sorte de recensement ou d'audit des effectifs militaires. Mais les effectifs existants doivent être renouvelés, doivent être complétés. Notre armée n'est pas une armée suffisamment nombreuse pour pouvoir défendre la République. On dit que nous avons 150 000 militaires. Ça ne suffit pas pour défendre la République. Nous devrions avoir au moins le double. On dit, donc vous ne connaissez pas le nombre, vous ne pouvez pas donner le nombre exact? Non, je ne peux pas le donner parce que justement, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a un audit que nous allons faire, que nous allons diligenter pour connaître le nombre exact de nos militaires. Mais au-delà de cette connaissance, quand nous aurons connu le nombre exact, nous devons aussi planifier le nombre des militaires qu'il faut pour notre armée dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que, comme je vous ai dit, le Congo, tel qu'il est aujourd'hui, avec 80 millions, 100 millions d'habitants, a une population militaire en dessous de ce qu'il faut. Nous devrions avoir au moins, dans l'immédiat, 200 000 militaires. Donc il faut recruter intensément. Et s'il faut recruter intensément, il faut les caserner.
Voilà. Et ces militaires doivent se faire soigner, eux et leurs dépendants. Et là aussi, je constate que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas construit les hôpitaux militaires ou les centres de santé. Oui, les infrastructures militaires en général n'ont pas suivi. Depuis l'indépendance, pratiquement les infrastructures militaires que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau administratif, pratiquement dans toutes les unités, sont des infrastructures d'avant l'indépendance. Il y en a très peu que nous avons construites. Et donc, il faut une politique de casernement que nous allons mettre en place dans notamment notre loi de programmation militaire qui est réclamée par les députés pour cette session-ci. Nous avons prévu justement le casernement, la construction de casernes pour les militaires, la construction de bâtiments notamment de santé, notamment du génie militaire, ainsi de suite, des états-majors. C'est prévu dans cette loi de programmation militaire qui sera une loi quadriennale de 2022 à 2025. Ces militaires doivent se déplacer, il n'y a pas assez de véhicules. Évidemment, on a vu il y a quelques jours des généraux avec des véhicules, mais le reste, ça n'a pas suivi, monsieur le ministre. Ça suivra. Je peux vous dire que j'ai, depuis mon avènement, engagé un plaidoyer auprès du Parlement pour leur faire comprendre que nous avions une armée pauvre, et une armée sous-équipée, une armée non casernée, et ils ont été très sensibles. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi, encore une fois, de leur présenter tous mes remerciements au nom de l'armée. Ils ont monter le budget d'investissement pour cette année-ci 2022 à 150 millions de dollars. 150 millions. Alors qu'il n'était qu'à 8 millions l'année passée. 8 millions non exécutés d'ailleurs. Donc, nous devons faire un effort pour équiper l'armée, et pour équiper, il faut un budget d'investissement consistant. Le gros, bien entendu, est prévu dans la loi de programmation militaire qui va être votée au cours de cette session parlementaire, et il restera à trouver les financements par des mécanismes que le gouvernement va mettre en place. Et ces militaires doivent être bien payés. Absolument. Et qu'est-ce qui est fait de ce côté-là pour améliorer leur situation sociale? Monsieur Kabamba, je dois vous dire que depuis à peu près une dizaine d'années, la solde du militaire congolais n'a pas bougé d'un iota. À notre avènement, nous avons fait un plaidoyer l'année passée, et à partir du 20 avril, je pense que la paix a déjà eu lieu. En principe, il y a eu une augmentation de 30% environ du salaire. Et il est prévu dans le programme du gouvernement que cette augmentation soit graduelle. Elle est de 30% pour ce trimestre. Il est probable que le trimestre prochain, il y a encore un pourcentage en plus. Donc c'est graduellement prévu dans notre programme d'action. Il y a une chose à préciser à ce sujet. Depuis 2004, nous avions ce qu'on appelait les macarons rouges. C'était des militaires qui... C'est quoi ça, les macarons rouges? Eh bien oui, on leur a donné des macarons rouges comme carte d'identité, si vous voulez. Oh. Eh bien, vous vous rappelez que... À quelle catégorie de militaires on a? Que lorsque... après l'AFDL, avec le gouvernement de 1+4, lorsqu'on a voulu redonner les grades à l'armée, parce qu'avant nous étions tous des commandants, eh bien nous, on a catégorisé les militaires. Ceux qui devaient être déjà à la retraite à ce moment-là, on leur a donné ce qu'on appelle les macarons rouges. Et on les a mis aux affaires sociales.
pour être payés aux affaires sociales. Donc en fait, ils ont été mis en dehors de l'armée. Mais malheureusement, avec le temps, on ne les a pas retraités. Ce qui fait qu'ils sont restés éternellement, en tout cas depuis ce temps-là, macarons rouges, jusqu'à ce jour. Et ils sont payés régulièrement. Ils sont aux affaires sociales où ils touchent entre 15 000, s'il vous plaît, 15 000 et 60 000 francs congolais par mois. S'il vous plaît, mais vous parlez affaires sociales, ministère des Affaires sociales ou service social de l'armée? Non, ministère des Affaires sociales. On les avait versés là-bas. Écoutez, moi je n'étais pas là à ce moment-là, donc je ne sais pas pourquoi on les a versés là-bas. J'ai constaté ça. À mon avènement maintenant comme ministre, j'ai posé la question au directeur des ressources humaines de la Défense, qu'est-ce que ça signifie, ces militaires qui ne sont pas retraités et qui sont aux affaires sociales. Bien, étant donné que le statut du militaire ne prévoit pas de macarons rouges, le statut du militaire ne prévoit pas de militaires qui doivent être gérés aux affaires sociales, j'ai donné instruction qu'on les retourne tous à la Défense nationale. Ce qui est normal. Ces choses faites. Macarons rouges, inactifs, ils sont au total 31 000 militaires que nous venons de retourner dans la gestion administrative régulière de la Défense nationale cette année-ci, avec, en prime, paiement de leur salaire à leur grade. Nous avions des colonels macarons rouges. Ils seront maintenant payés non pas 15 000 francs, mais ils seront payés au salaire d'un colonel en attendant que le mécanisme, le processus de leur mise à la retraite soit enclenché et ils vont aller régulièrement à la retraite. Voilà ce que nous avons réalisé à partir de ce mois d'avril. Inactifs, c'est-à-dire les blessés, les malades. Tout ce que l'on considère comme ne pouvant plus travailler, mais qu'on n'a pas retraité. Donc, nous allons les remettre d'abord tous en activité et immédiatement, j'ai demandé à l'état-major général de mettre en place une équipe médicale de réforme, parce que c'est ça qui est prévu par la loi. Un militaire inactif pour des raisons médicales, on le réforme. La réforme, c'est une forme de retraite, mais pour des raisons médicales. Donc l'équipe de réforme va entrer en action et nous allons régulariser leur situation. Ceux qui doivent être réformés, ils seront mis régulièrement à la retraite. En attendant, ils sont payés régulièrement comme tous les autres. Et puisque vous parlez de retraités, bon, en fait on parle souvent de l'allocation de fin de carrière. Ces retraités, ils ont leur argent régulièrement. Moi-même qui vous parle, je suis un retraité. Voilà. Je n'ai pas encore perçu mon allocation fait carrière. Rappelez-vous que quand le président Tshisekedi est arrivé, il avait remis, je crois en 2019, une pension retraite aux officiers généraux, je crois, et autres qui étaient retraités en 2013. Bon, mais le financement de la retraite est un problème aussi, parce qu'il faut budgétiser cela. Et j'ai réussi encore une fois, dans le cadre du plaidoyer que j'ai fait auprès du député, auprès de sénateurs cette année-ci, j'ai réussi à obtenir qu'à partir de cette année-ci, on puisse régulièrement retraiter, payer la pension de retraite à 90 militaires. Nous en avons 3000. Mais nous allons démarrer d'abord par 90 et au fur et à mesure que les moyens financiers sont majorés, on va accélérer la mise à la retraite de ces militaires, dont moi-même. Voilà, monsieur le ministre, l'armée c'est en fait un corps qui nécessite beaucoup de moyens. Il y a des finances qui sont régulièrement mises à la disposition des différentes unités. Et souvent, quand on parle des contrôles de ce côté-là, on se cache derrière le secret militaire. Est-ce que vous êtes parvenu au moins à pouvoir mettre de l'ordre de ce côté-là pour savoir qu'est-ce qui a été utilisé et à quelle fin? Vous parlez de contrôle des effectifs ou vous parlez de l'argent? De l'audit.
l'audit des finances. L'audit des finances est une opération régulière qui était stoppée depuis un certain nombre d'années. On n'auditait plus. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fouiné dans le passé de la défense. Mais j'ai fait ce constat à mon avènement. Et j'ai obtenu du commandant suprême, du Premier ministre, que nous puissions faire l'audit de nos finances. Ainsi, depuis un mois et demi, 2 mois, au niveau de mon cabinet, il y a une cellule d'audit financière qui accompagne, et c'est essentiellement un audit a priori, donc qui suit l'utilisation de l'argent. L'audit a posteriori appartient essentiellement à l'inspectorat général. Une fois que l'argent a été utilisé, l'inspectorat général descend pour voir à quoi cet argent a été utilisé. L'audit qui est au niveau de mon cabinet est un audit qui suit le cheminement de l'argent, de la sortie de la banque jusqu'au dernier utilisateur, au dernier qui palpe l'argent, notamment à celui par exemple qui vous livre les haricots, ainsi de suite. Donc cet audit-là est déjà en service depuis 1 mois et demi au niveau de mon cabinet. Voilà, monsieur le ministre, il nous reste encore 2 minutes, puisque me fait ce qui me reste encore, il reste encore 2 questions, mais fait ce qui reste encore, nous avons encore 8 minutes. Alors, notre armée, c'est une armée voulue de développement, c'est-à-dire qu'elle doit contribuer au développement de notre société par certaines actions, et il y a des actions pour l'autonomisation logistique de nos forces de défense. Quelles sont, depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, une année après, quelles sont les actions que vous avez envisagées pour autonomiser donc cette armée? Monsieur Kavamba, merci. Vous touchez là un des points essentiels de mon programme d'action, qui est prévu d'ailleurs dans le programme du gouvernement. L'industrie militaire, grosso modo, il s'agit de ça. Une armée doit avoir une autonomie logistique. Une armée sans autonomie logistique ne peut pas gagner la guerre. Dans la Constitution, notre Constitution, il est prévu que l'armée en temps de paix participe au développement économique et social et culturel même de la République. En temps de paix, donc, nous devons produire. Nous devons faire des assistances sociales. Nous devons participer à la culture du pays. J'ai donc lancé, à mon avènement, un programme d'industrie militaire. Et je pense que vous avez suivi il y a 1 mois, au début du mois d'avril, une journée où j'ai inauguré un petit bateau que j'ai mis à la disposition de la force navale, bateau conçu dans un petit chantier naval que je suis en train d'aménager pour notamment mettre en service nos ingénieurs qui ont des capacités de nous fabriquer notamment des bateaux. Et il y a un bateau que j'ai remis, un petit bateau. Il va y avoir un bateau plus grand, un patrouilleur, qui va entrer en chantier bientôt pour d'ici à peu près la fin de l'année. Je suis allé à la base logistique avec le Premier ministre. J'ai relancé la production des tenues de combat. Nous produisions des tenues de combat il y a plus de 20 ans dans ce pays, dans cette armée. Et puis on a arrêté. Mais les machines sont restées là, le personnel est resté là. J'ai décidé de les remettre en service, tous, machines et hommes. Et alors je vous parle, nous sommes en train de confectionner des tenues de combat. Il est vrai que l'outil de production est un peu
en termes de capacité, n'est pas à la hauteur des besoins du pays, mais nous allons augmenter cette capacité de production très bientôt. Dans les mois qui vont venir, on va l'augmenter avec certains mécanismes que nous sommes en train de mettre en place. Oui, puisque vous parlez de la base logistique, je connais un peu, il y a d'autres services, d'autres spécialités comme la menuiserie, la maçonnerie, qu'il faudrait quand même au fait relancer. Oui, nous produisons la menuiserie, il y a un atelier qui produit notamment des cercueils, il y a produit du mobilier, tout cela vient d'être relancé maintenant. Alors, dans le cadre maintenant de l'autosuffisance alimentaire. Mais avant l'autosuffisance alimentaire, au mois de mars, je suis allé à l'ICASI où j'ai inauguré à l'Afridex. Sachez que l'Afridex est un service public de la défense nationale. Eh bien, l'Afridex a commencé à produire des cartouches, pour le moment, de petite dimension et des armes de petite dimension, les petites armes, mais c'est un début. D'ici un an, nous aurons une production d'armes suffisamment parlant pour que nous commencions à nous rendre autonomes sur le plan de la logistique. C'est donc un processus. Il y a des champs. Hier, j'étais à Mabana. Nous avons des champs, l'armée a des fermes abandonnées depuis des années qui peuvent produire de la nourriture pour les militaires, pour les cantines militaires. Eh bien, je suis allé hier lancer la récolte du maïs dans la ferme de Mabana sur 600 hectares de maïs. Bon. Voilà, donc l'industrie militaire, nous en avons d'autres, les fermes, on en a au Katanga, on en a au Kasaï. Ça devrait être multiplié dans d'autres provinces également. Oui. On en a dans la province de la Chopo. Nous allons diversifier. Bientôt, nous allons lancer une production à Kinshasa de rations de campagne. Au lieu que nous soyons obligés chaque fois d'importer des rations de campagne, eh bien nous allons lancer d'ici 2-3 mois une unité de production de rations de campagne à Kinshasa, une unité de production de produits pharmaceutiques de première nécessité pour les opérations et une unité de production de matériel orthopédique, vous voyez bien les chaises roulantes, ainsi de suite, surtout pour nos blessés de guerre. Ces 3 unités vont être lancées dans le budget d'investissement de cette année-ci. Alors, je vais terminer par là. Nos troupes qui sont au front actuellement, ils sont nourris régulièrement et surtout, est-ce que leur prime suit régulièrement? Concernant les primes, il n'y a pas tellement de problème. Il y avait un petit retard de quelques mois que nous venons de combler. Il n'y a vraiment pas de problème en ce qui concerne la prime de combat. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, je termine également, excusez-moi. J'ai oublié, toujours en ce qui concerne le social, j'ai entendu parler de l'assurance maladie. Est-ce que vous avez, en fait, jeté un coup d'œil sur cet aspect des choses? C'est un vieux projet que j'avais quand j'étais encore commandant du corps de santé. Je l'avais lancé en 2016, ça fait 6 ans. À mon départ à la retraite, le dossier a été laissé en jachère. Je viens de le reprendre maintenant et je vous informe que pour cette année-ci, nous avons 15 millions de dollars. Pour l'assurance maladie des militaires et de leurs dépendants, nous sommes en train d'organiser ça avec une agence d'assurance maladie. Monsieur le ministre, nous avons terminé ce survol de vos principales actions à la tête du ministère de la Défense nationale, peut-être les messages à l'égard de la population et plus particulièrement à l'égard envers nos forces de défense. Oui, envers nos forces de défense, d'abord, que le patriotisme qui les caractérise. Vous savez que
Tout observateur externe objectif reconnaît que nous avons des militaires parmi les plus disciplinés et les plus combatifs. L'UPDF nous l'a avoué il y a 2-3 mois. L'UPDF, c'est-à-dire l'armée ougandaise qui est venue nous soutenir, a reconnu que nos militaires étaient plus combatifs que les leurs. Je les en félicite, nos troupes, et je leur demande de maintenir cette combativité. Le commandant suprême, le Premier ministre, le gouvernement en entier, moi-même, nous sommes en train de nous battre. En tout cas avec le budget de cette année-ci, et l'année prochaine avec la loi de programmation militaire, pour améliorer leur bien-être social, pour améliorer la logistique de combat, parce qu'un militaire doit avoir une bonne logistique de combat, et pour améliorer bien entendu leur salaire. Sincèrement, merci, Excellence, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs. C'est donc terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.